TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Merci de choisir TPT+, la chaîne du moment pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les principales articulations de ce journal. L'humanité célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec handicap. Mouvement d'humeur au sein de la société Averda. En toile de fond, la réclamation des dettes. L'association canadienne Le pouvoir de donner au chevet des personnes vulnérables. Une de ses actions à découvrir dans ce journal. Le président américain Joe Biden est en Afrique comme il avait promis. Son séjour en Angola est à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres, à présent les détails. Débutons ce journal par la pluie de ce mardi 3 décembre 2024 qui a causé plusieurs dégâts, notamment des inondations qui ont rendu la vie dure aux populations. 2 arrondissements de la ville ont permis à nos reporters de TPT+ Pointe-Noire, Rudy Gloire Massongi et Niskonga, de jauger la température de ce matin. Images et commentaires. La ville de Pointe-Noire connaît ces derniers jours des inondations sans précédent, comme c'est le cas de la pluie de ce mardi 3 décembre 2024 qui a aussi inondé une grande partie du premier arrondissement Lomoma, notamment dans le secteur Pont de Bakadila. Causant ainsi d'énormes difficultés aux populations de ce quartier. Même son de cloche du côté du quartier Rexa, où cette pluie a aussi causé des dégâts, notamment la dégradation des routes, pas de passage pour les piétons. Dans le 2e arrondissement Vunvu, au quartier Roy, les habitants ne sont pas épargnés de cette inondation. Déjà que, avec la crise que le pays traverse, ces populations demandent aux autorités compétentes d'avoir un regard particulier sur cette situation avant d'enregistrer plus de dégâts et des pertes en vies humaines, puisque gouverner, c'est prévoir. Je l'ai dit dans les titres, le monde célèbre le 3 décembre de chaque année la journée internationale des personnes vivant avec handicap en y rappelant les valeurs morales, économiques, sociales et politiques que nous devons apporter à leur égard, car tout être humain valide ou non est un humain. Un récit d'Eden, Clémence Bontaba et Niskonga de TPT+, Pointe-Noire. L'association canadienne Le pouvoir de donner en sigle ACPOD, qui a pour slogan « Fais le bien, passe ton chemin sans rien attendre », a exprimé sa solidarité au SOS de Madame Madeleine Milondo, une grand-mère de 3e âge malvoyante qui vivait dans les conditions insalubres depuis 2008 à La Fougère, dans l'arrondissement Makelekele. En répondant à son cri de cœur, l'ACPOD a réhabilité sa maison en changeant la toiture, en aménageant l'extérieur et l'intérieur. Le coordonnateur régional de l'ACPOD pour l'Afrique n'a pas hésité à expliquer comment ils sont parvenus à apporter cette aide à Madame Madeleine Milondo et à exhorter les autres associations à faire de même afin d'aider d'autres personnes en situation difficile. J'ai été saisi par Madame Milondo d'un cas d'une maman de la dame, Madame Joséphine Bissita, qui était, selon ses dires, abandonnée à elle-même. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé la maison délabreuse, qui n'était pas en état. Bon, elle nous a demandé de la soigner. Mais je suis arrivé, je me suis dit, on ne pouvait pas prendre l'initiative de la conduire à l'hôpital, sachant que là où elle vit n'était pas vraiment approprié. C'est pourquoi on a lancé les travaux le samedi 23 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de cette maison. Je lance aussi un appel à tout le monde parce que ce n'est pas seulement l'association canadienne. D'autres associations, les personnes de bonne volonté, je lance un appel à ces gens-là de venir ici directement chez la maman 32 rue Finale
la fougère Makelekele. Nous allons faire, mais aussi on demande la main d'association de tout le monde. Voir la maison de cette grand-mère transformée, la voisine qui avait sollicité de l'aide a exprimé sa gratitude envers cette association en ces termes. En tout cas, je remercie beaucoup l'association. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. C'est la première des choses. Parce que sans Dieu, on n'est rien. C'est presque la dîme qu'ils ont fait. Parce que Malachie 3 dit, c'est Dieu que mettez-moi à l'épreuve si je ne vous ouvre pas les portes de vos bénédictions. Ils ont déjà fait une grande chose. Presque ça, c'est la dîme pour eux. C'est par un chant que la bénéficiaire a témoigné sa reconnaissance à l'ACPOD pour l'Afrique pour le geste capital en transformant sa maison, car désormais, elle ne cohabitera plus avec l'humidité, les eaux de pluie qui entraient et stagnaient dans sa maison, les vers de terre, les sangsues et les autres insectes nuisibles à sa santé. Pour vous dire au revoir, nous voici tous autour de vous. Ce que vous nous avez fait, nous ne vous oublierons pas. Vous êtes pour nous pas un chef, mais un soutien. C'est grâce à vous que nous devons notre bonheur. Nous ne saurons vous dire quel est notre amour pour celui qui dirige et qu'il dirige pour toujours. Signalons que l'Association canadienne pour le pouvoir de donner, une association œuvrant dans le social partout dans le monde à travers les gestes caritatifs afin de donner le sourire aux personnes en difficulté. Vous venez là de suivre le reportage de Joël Visserache, Benibi Kouta et Modeste Ololo de TPT Plus Brazzaville sur la réflexion s'il vous plaît, et la remise d'une maison réhabilitée à la Fougère dans l'arrondissement numéro 1 Makelekele, une initiative de l'association canadienne Le Pouvoir de Donner. Revenons donc par rapport à cette information. Le monde célèbre le 3 décembre de chaque année la journée internationale des personnes vivant avec un handicap en y rappelant les valeurs morales, économiques et sociales et politiques que nous devons apporter à leur égard, car tout être humain, valide ou non, est un humain. Un récit d'Eden Clémence Bantaba et Nice Gonga de TPT Plus Pointe-Noire. Afin de favoriser l'intégration et l'accessibilité à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, les Nations Unies avaient proclamé en 1992 cette journée dite internationale des personnes handicapées, dans le but d'améliorer la situation des personnes handicapées et à garantir l'égalité des chances, visant ainsi à promouvoir la compréhension des personnes en situation de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap. Mais nous constatons que, de nos jours, ces personnes sont quelquefois rejetées, abandonnées par la société. Ils se disent que lorsque l'on est handicapé, il ne sert plus à grand-chose, ce qui reflète une désolation profonde. Par ailleurs, cette journée est l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. D'où les manifestations organisées à cet effet nous invitent à modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. Tout compte fait, c'est pour garantir un monde meilleur que tous devaient s'unir afin d'apporter de l'amour, du respect, de la considération aux personnes handicapées et de leur soutenir dans leurs moments de faiblesse. Et nous pourrons ainsi constater que notre façon de voir les choses à leur égard pourra changer. Je l'ai annoncé dans les titres. Les travailleurs de la société Averda Pointe-Noire ont manifesté leur mécontentement en rapport avec une alerte du départ des responsables pour Brazzaville. Pour cela, une mobilisation a dégénéré le 2 décembre 2024 à la direction d'Averda pour réclamer leurs dettes. Un récit d'Éric Domangoy et Modeste Ololo de TPT Plus Brazzaville.
Controverse autour du dossier Averda et le gouvernement congolais. La société Averda affirme n'avoir plus rien reçu du gouvernement et de l'autre côté, le gouvernement congolais par le truchement de certaines autorités publiques affirme que la société Averda aurait reçu des fonds nécessaires pour le fonctionnement. Seuls 16 milliards de francs CFA reconnus comme dette allouée à la société Averda par le gouvernement congolais. Les travailleurs de la société Averda Pointe-Noire ont manifesté leur mécontentement en rapport avec une alerte de départ des responsables d'Averda de Pointe-Noire pour Brazzaville. Une mobilisation tout azimut a dégénéré le lundi 2 décembre 2024 à la direction de Averda Pointe-Noire pour réclamer leurs dettes et barricader le départ de ces derniers pour Brazzaville et les obligeant de finir avec leur dossier Pointe-Noire. 2300 agents que compte Averda Pointe-Noire ont été présélectionnés pour un planning de 100 agents par jour pendant 10 jours pour l'épiration des dettes. Or, en calculant, Averda voulait libérer que 1000 agents en 10 jours et abandonner les 1300 à la merci de la rue, ce qui a entraîné la colère des travailleurs de refuser cette méthode et de percevoir leurs dettes sans autre forme de procès. En rappel, les contrats relatifs à la délégation des services de collecte des déchets et d'exploitation des services de propriété de Brazzaville et Pointe-Noire, signé le 1er juillet 2015, a expiré le 13 avril 2023 entre Averda et le gouvernement congolais. Information en rappel. Le déjeuner de presse présidé par Dean Elvis Okombi Salisson, coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur GAE en sigle, s'est tenu hier lundi 2 décembre 2024 à Brazzaville. Tout en mettant un accent sur le discours du président de la République, cette rencontre a permis aussi, s'il vous plaît, la remise des ordinateurs portables aux représentants des médias en ligne. Un reportage signé Michel Opakole et Modeste Ololo de TPT+ Brazzaville. La presse en ligne du Congo était à l'honneur le 2 décembre 2024 à assister au déjeuner de presse organisé à Brazzaville par le coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur, Dean Elvis Okombi Salisson. L'objectif principal de ce déjeuner visant à mettre au clair le discours du président de la République en rapport avec la jeunesse et l'entrepreneuriat, le coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur a mis en accent sur l'appui aux auto-entrepreneurs des médias et l'appel au financement de 500 hectares pour la coopérative agricole dans 5 départements. D'où ce déjeuner a été une occasion pour la Génération Auto-Entrepreneur de mettre sur table les problèmes liés à la jeunesse congolaise. De l'avis de nombreux observateurs et du constat que chacun a pu faire, ce discours a été un haut moment du président de la République pour remettre sur la table les problèmes liés à la composante jeune. Une fois de plus, le président de la République a placé les problématiques sur l'encadrement, l'orientation et la prise en charge des préoccupations des jeunes comme priorité et au centre de son discours. Reconnaître le dur labeur des médias au Congo, c'est ainsi l'une des raisons que la Génération Auto-Entrepreneur accompagne les médias au Congo. L'appui aux auto-entrepreneurs du secteur de médias que nous vous octroyons ce jour est simplement une reconnaissance du travail que vous abattez au quotidien. Cette lourde charge que vous avez en tant que quatrième pouvoir entre l'évolution continuelle de l'information face aux fake news, la déontologie et l'éthique de votre métier, cet apport n'est qu'une goutte d'eau dans le désert et nous osons espérer qu'il pourra aider. Ne pas dématurer leur ligne électorale, c'est par ces mots que les médias en ligne ont été exhortés lors de ce déjeuner de presse. Ordinateurs portables ont été remis aux représentants de presse en ligne pour le bon fonctionnement de leur travail. Rappelons ainsi que la Génération Auto-Entrepreneur continuera sa marche le 15 décembre 2024 à Kinkala pour une signature du protocole d'accord avec les coopératives agricoles.
Le Tchad a mis fin à ses accords militaires avec la France, mais le président Déby souligne qu'il n'y a pas de logique de remplacement par une autre puissance. Suivant donc le président Idriss Déby. Je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Beaucoup pratiqué de nos jours par plusieurs citoyennes, l'avortement demeure un véritable problème de société et entraîne des graves conséquences qui peuvent mettre en péril la vie de celles-ci. Pour lutter contre l'avortement, il faut donc respecter les lois établies dans la société. Un reportage d'Elvira Ngoutou et Nice Konga de TPT+, Pointe-Noire. Un avortement est une interruption prématurée de la grossesse. On distingue plusieurs formes d'avortement, parmi lesquelles on peut citer l'avortement spontané, couramment appelé fausse couche, est un avortement déclenché involontairement à cause d'une maladie ou une cause inconnue. Et l'avortement provoqué, qui est un avortement déclenché volontairement à la demande d'une femme enceinte. Actuellement, ce phénomène est devenu récurrent dans notre société, causant ainsi plusieurs conséquences néfastes. Nous pouvons citer des saignements vaginaux, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs atroces pouvant entraîner la mort, ou bien des complications de santé pouvant causer par exemple une stérilité. Selon le code de déontologie des professions sociales et de la santé, les avortements provoqués volontairement ne sont pas autorisés au Congo parce que tout avortement provoqué est un avortement clandestin. Malgré le fait que la loi interdit les avortements, triste est de constater que ce sont les jeunes filles qui se font désormais avorter par un personnel de santé de manière discrète, moyennant une somme d'argent. Puis, celles-ci usent également de certaines pratiques peu recommandables, comme l'automédication. Il sied de noter que, pour éviter les grossesses non désirées, il faut se faire suivre par un généraliste, un gynécologue médical ou un gynécologue obstétricien, afin d'éviter de faire recours à l'automédication, car elle est la cause de nombreux décès. Prenons par exemple le cas de deux citoyennes dont l'une est devenue stérile et l'autre a perdu la vie suite à un avortement. Rappelons que les pouvoirs publics ont la responsabilité d'organiser des campagnes de sensibilisation à travers des conférences dans les centres de santé intégrés en sigle CSI et les hôpitaux dans le but de conscientiser la population congolaise concernant les dangers de l'avortement, une manière de réduire les pertes en vies humaines, car, comme un adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir. L'histoire du massacre des tirailleurs africains par les forces coloniales françaises en 1944 serait désormais enseignée dans les écoles du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye en a fait l'annonce le dimanche dernier. Le Sénégal a marqué dimanche le 80e anniversaire des événements du 1er décembre 1944 sur les lieux où ils se sont produits au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar. Illustration. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé dans un camp militaire à Thiaroye, près de Dakar, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères et des dirigeants de la Mauritanie, des Comores, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Gabon. Il a souligné la nécessité de raconter l'histoire complète de l'événement. Visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération.
Le président sénégalais qui a dénoncé un acte colonial prémédité lors de cette cérémonie sur le lieu où le massacre a été perpétré a fustigé l'Ormeta sur cet épisode tragique voulu et entretenu par l'autorité coloniale. L'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reconnu qu'une chaîne d'événements avait conduit à un massacre faisant référence à une récente lettre du président Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création d'un comité international pour enquêter sur les événements, localiser les tombes et identifier les victimes. Le Sénégal prévoit un mémorial et un centre de recherche pour honorer les soldats. Dakar exige depuis longtemps que la France assume ses responsabilités, présente des excuses officielles et enquête comme il se doit sur ce massacre. Et la journée du tirailleur est désormais sanctuarisée le 1er décembre. L'Iran devait figurer en bonne place dans le programme de politique étrangère de la future administration Trump. Au cours de l'année écoulée, la République islamique s'est engagée dans une escalade majeure du conflit avec Israël, allié clé des États-Unis, tout en faisant progresser son programme nucléaire au point de pouvoir vite produire suffisamment de matières fissiles pour fabriquer une bombe. Illustration. Lors de la campagne électorale cette année, Donald Trump, alors candidat à la présidence, a fait plusieurs commentaires conciliants à l'égard de l'Iran, un ennemi des États-Unis qui l'a ciblé par des pressions économiques et militaires au cours de son premier mandat. Je ne cherche pas à être mauvais avec l'Iran. Nous allons être amicaux, je l'espère, avec l'Iran. Peut-être, peut-être pas, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Les dirigeants islamistes iraniens ont prévenu cette année qu'ils pourraient renoncer à leur engagement de longue date de s'abstenir de développer des armes nucléaires si une menace extérieure pesait sur leur survie. Au cours de son premier mandat, Trump s'est retiré de l'accord conclu en 2015 par l'Iran avec les puissances mondiales pour réduire son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions. Trump a déclaré qu'il cherchait à conclure un nouvel accord qui serait plus sévère pour Téhéran. En septembre, un journaliste lui a demandé s'il souhaitait toujours négocier. Bien sûr, je le ferai. Nous devons passer un accord car les conséquences sont impossibles. Un animateur de podcast a demandé à Trump s'il souhaitait voir les dirigeants islamistes de l'Iran remplacés par la monarchie qu'ils avaient renversée en 1979. Nous ne pouvons pas nous impliquer totalement dans tout cela. Nous sommes réalistes. Trump a adopté une rhétorique plus dure en réponse à l'attaque de missiles balistiques lancée par l'Iran contre Israël le 1er octobre. Il a noté que le président Joe Biden avait déclaré aux journalistes qu'Israël ne devait pas riposter contre les sites nucléaires iraniens. J'ai dit, je pense qu'il s'est trompé. N'est-ce pas ce que vous êtes censé frapper? Mais quand ils lui ont posé la question, la réponse aurait dû être frappez d'abord le nucléaire et occupez-vous du reste plus tard. Au cours de son premier mandat, Trump a frappé l'Iran avec des sanctions qui ont étouffé ses exportations de pétrole et avec une frappe aérienne qui a éliminé son principal commandant militaire, Qassem Soleimani. Il n'a pas dit au cours de la campagne cette année s'il utiliserait à nouveau de tels outils. Mais son candidat au poste de secrétaire d'État, le sénateur Marco Rubio, est un fervent défenseur de cette approche à l'égard de l'Iran. Dans un billet publié en octobre sur X, Rubio a écrit « Seule la menace de la survie du régime par une pression maximale et des mesures directes et disproportionnées ont une chance d'influencer et de modifier ses activités criminelles. » Parmi ces activités figure ce que le ministère américain de la Justice appelle un complot déjoué dans lequel l'Iran a recruté un Afghan pour organiser l'assassinat de Trump avant le jour de l'élection.
Téhéran a nié toute implication, mais le conseiller à la sécurité nationale choisi par Trump a déclaré que l'Iran devrait en subir les conséquences. Nous devons faire savoir haut et fort qu'il s'agit là d'une ligne rouge qui ne serait jamais tolérée par tous nos adversaires et qui aura des répercussions massives. Nous devons rétablir la dissuasion. Ce que nous ignorons de l'approche du président élu Trump à l'égard de l'Iran, c'est le type de nouvel accord qu'il recherche et ce qu'il ferait s'il ne parvenait pas à en obtenir un. Face à l'impraticabilité de la route dite de l'espoir en République démocratique du Congo, les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo se sont rendus au village Tinyama, à plus de 20 km de la ville de Kananga, pour un constat. Reportage Michel Opakwele et Modeste Ololo de TPT Plus Brazzaville. Les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo se sont déployés au village Tinyama à plus de 20 km de la ville Kananga dans le souci de se rendre compte de l'effectivité des travaux de la route dite de l'espoir, d'où selon ces opérateurs, rien n'est encore à espérer depuis que les travaux ont été relancés par le ministre national des infrastructures, des travaux publics et du réaménagement il y a 5 mois. Les explications étant donné que nous sommes très confiants à ce qu'on attendait. Et quand nous sommes rendus sur place, le constat était très amer. Nous avons trouvé que la route, même au niveau de Batamba, vers le camp des constructeurs, la route là n'était pas en bon état. Et puis selon les explications et selon ce qu'on attendait, nous avons trouvé que tout ce qu'on nous disait là, c'était une dose d'apaisement. On nous a apaisés et nous sommes entrés dans nos maisons dormir. Mais finalement, il n'y a plus rien qui est fait. Et il n'y a plus rien qu'on peut espérer de ce côté-là. De ce dont les autorités attendaient concernant cette route, la réalité est bien pire, car les retombées pour lesquelles la population paye les impôts, c'est pour avoir des bonnes routes. Toute personne de bonne volonté, tout citoyen doit payer les repères et faire. Les retombées de l'impôt que les citoyens payent, c'est la construction de la route et des hôpitaux. Mais étant donné que depuis que nous avons payé les impôts, on espérait qu'on pouvait avoir aussi les retombées. Mais s'il n'y a pas les retombées, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes les syndicats patronaux. Nous sommes les premiers utilisateurs de la route. Comme qui dirais-je, Jila Mwa Machini. Jila ki Mwa Ben Makasato. Donc, on avait l'espoir, on avait investi. Dernier virage de ce téléjournal. Le président Joe Biden est en Afrique comme il avait promis depuis longtemps pour présenter un projet ferroviaire soutenu par les États-Unis dans 3 pays. Un projet considéré comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence mondiale de la Chine qui permettra d'acheminer des minéraux précieux du corps du continent vers un port angolais en plein essor. Reportage. Le président de l'Angola est une personnalité de premier plan sur le continent africain. Il utilise son statut de dirigeant d'un géant pétrolier pour asseoir son influence et œuvrer au règlement des conflits régionaux. Le président João Lourenço accueille cette semaine un nouvel ami puissant, le président Joe Biden, pour la première visite d'un président américain en Angola. Joe Biden profitera de sa visite pour mettre en avant un important projet de développement financé par les États-Unis, le corridor ferroviaire de Lobito, long de 1300 km, qui relie l'intérieur de l'Afrique, riche en minerais, au port du Sud-Ouest. Les États-Unis affirment avoir rassemblé plus de 3 milliards de dollars d'investissements privés et publics dans ce projet. Selon la Maison-Blanche, les relations entre les deux pays connaissent une véritable transformation à mesure qu'ils deviennent des partenaires plus étroits.
Ensemble, les États-Unis et l'Angola s'efforcent de relever un large éventail de défis urgents, qu'il s'agisse de réduire le déficit d'infrastructures en Afrique, d'accroître les opportunités économiques et le développement durable dans la région, de développer les technologies et la coopération scientifique, de consolider la paix et la sécurité ou de renforcer la sécurité alimentaire. Certains analystes estiment que le vœu de Biden de se rendre en Afrique en 2022 a fait long feu. Biden avait initialement prévu de se rendre en Angola en octobre, mais l'arrivée de l'ouragan Milton l'a contraint à reporter sa visite. Je pense que cette visite sonnera plutôt creux si elle intervient à la toute fin de son administration sans qu'il y ait grand-chose à célébrer, je pense, en termes d'engagement en Afrique. Lorenzo et Biden ne sont pas d'accord sur tout. Alors que le soutien de Biden à Israël est inébranlable, l'Angola s'aligne davantage sur la position des pays du Sud. Israël a le droit de se défendre et de protéger la vie de ses citoyens. Mais le même droit s'applique aux Palestiniens qui vivent sous occupation depuis des décennies. Une situation inacceptable. Mais une chose sur laquelle il et la Chine s'accordent est le besoin urgent de développement de l'Afrique. La Chine a fait de profondes incursions sur le continent avec son initiative La Ceinture et la Route, plus vaste et mieux établie. Au cours des 11 dernières années, les entreprises chinoises ont participé à la construction et à la rénovation de plus de 10 000 km de chemins de fer, de près de 100 000 km d'autoroutes, d'un millier de ponts, d'une centaine de ports, de 66 000 km de lignes de transmission et de transformation de l'énergie et de 150 000 km de réseaux de communication de base dans divers pays africains. Les analystes estiment que ce n'est pas une bonne position pour le continent. Si ce voyage en Afrique est une première pour Biden, c'est aussi, d'une certaine manière, un dernier chapitre. Il s'agit probablement de son dernier voyage à l'étranger, de ses adieux au monde en tant que président des États-Unis. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre journal. Réalisation technique que vint le différent Enis Gonga. Un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin, disait John Maxwell. La paix, toujours la paix chez vous. Au revoir.